Nous voici dans la dernière partie de notre émission Feuille de match avec Pascal Bon, Patrice Basile, Guillaume Michaud et Steve Bizassen, nouvel entraîneur de la Jeunesse Évolution. Donc pour faire un peu de football, parler un peu de football local, nous avons à décortiquer les 5 dernières rencontres, décortiquer et surtout pronostiquer les 5 dernières rencontres de la grille numéro 60. Elle est à valider avant dimanche 12 septembre prochain, à savoir avant 8h55. Et il y a quand même 500 000 € à gagner si vous, comme nous l'avions déjà fait à 2 reprises, mais si vous vous posez les 14 bons pronostics. Le match suivant, c'est le match numéro 10. Il s'agit d'un match du championnat allemand, la Bundesliga, entre le Mönchengladbach, le Borussia Mönchengladbach et l'Arminia Bielefeld. Avantage à l'équipe de Marcus Thuram. Exactement. Alexandre Plia aussi. Moi, je l'attends un peu plus. Par rapport au classement, il y a 3 journées, je suis très chagriné par. On n'entendait pas le Mönchengladbach à cette place-là. Mais je relativise parce que en regardant on va dire les matchs, ils ont eu des affrontements un peu compliqués. C'était pas les équipes de bas de tableau qu'ils ont affronté en début de championnat. Donc c'est vrai que c'était compliqué. Deux défaites. Pourtant ils ont marqué, mais voilà, 2 défaites et un match nul. C'est pas le rang et par rapport au niveau que peuvent avoir les joueurs de Mönchengladbach. Donc face à un modeste Bielefeld qui n'est pas facile à jouer, je le dis, pas facile à jouer. Je mets quand même une pièce sur Mönchengladbach. Victoire de Mönchengladbach. Oui, victoire de Mönchengladbach, je pense, Patrice. D'autant plus que l'Arménien n'a gagné que 5 fois face à Mönchengladbach depuis 70, donc a priori... Alors déjà, c'est le match des prononciations. C'est Mönchengladbach de Arminia Bielefeld. On dirait le Borussia. C'est vrai qu'ils ont fait un début de championnat catastrophique pour l'équipe de Thuram, et c'est compliqué de dire ce qu'ils vont vraiment dominer cette équipe de Arminia, mais bon, on peut quand même se dire que chez eux, quand même, il y a une certaine logique à respecter. Bon, moi, si je suis parieur, je vais quand même préférer mettre Mönchengladbach, mais c'est vrai que quand même, je suis inquiet pour cette équipe depuis quelque temps. Ils font des résultats bizarres, l'équipe de Thuram. Pour l'instant, c'est un début complètement raté, en tout cas. La série de 11 matchs sans défaite du Borussia Mönchengladbach va être mise à mal par l'Arménia. Honnêtement, il y a une équipe qu'on connaît plus que l'autre. Mais le Borussia Mönchengladbach, avec tout l'armada offensif dont vous nous parlez, je pense à un sacré avantage, en tout cas pour pouvoir marquer les débuts pendant cette rencontre. Donc plutôt le 1 pour moi. Victoire à domicile. Steve. Oui, pour moi aussi le 1. Cette équipe du Borussia est sur 3-4 victoires sur le Bielefeld. Bielefeld. Oui, voilà. Non, je fais confiance à l'attaque. Vous savez, dans un championnat, il faut savoir se retrouver quelquefois quand on a fait un mauvais début de saison. Après, c'est 2 solutions. Soit vous plongez, ou soit vous ressaisissez, vous repartez sur ce que vous avez fait l'année précédente. Messieurs, je vous propose un petit carré rapide en Angleterre pour le match suivant. C'est le match numéro 11. Il s'agit de la 75e confrontation entre Leeds et Liverpool. Oui, pour moi, c'est dans une grille, ça, il y a un seul match anglais, mais là, on peut prendre le jus de box to box, le bout de cassave et s'installer sur le pliant et regarder un match qui me semble. Vous connaissez notre attachement à Bielsa, qui a son style, qui incarne un style à lui, qui aussi est un meneur d'homme, parce qu'on sait quand même que Leeds était plutôt une équipe moribonde, mais là, on a quand même peur quand on vient jouer contre Leeds à domicile. Liverpool va déployer. Vous connaissez aussi notre appétence. On a parlé d'entraîneur aussi de Klopp aussi qui a pas réussi à faire venir le joueur Nurse là qui pour remplacer le départ quand même conséquent. Mais moi je vois quand même un match très ouvert, pas de match nul, mais un vrai match aussi à l'anglaise. Soit Leeds remporte ce match à domicile, ou soit Liverpool confirme son bon début de saison aussi, puisque même si ils ont eu un match nul, mais ça joue bien. On retrouve aussi notre joueur africain aussi, Sané qui a physiquement Mané, pardon. Sadio Mané. Une fois que physiquement on sent que c'est plus au point, on retrouve le vrai Sané. C'est vrai qu'on est loin quand même du Liverpool qui a dominé le championnat anglais il y a 2 ans, je crois, 2-3 ans. Leeds fait un très mauvais début de championnat. Est-ce qu'ils vont se reprendre? Donc moi je dirais, pour être bref sur ce match, je dirais que Liverpool va gagner
parce que justement cette équipe quand même a un effectif quand même qui est très intéressant et qui va, j'espère cette année, retrouver son niveau d'il y a 2 ans. Et ce qu'ils ont montré au début de championnat va dans ce sens. Alors que Leeds, j'ai l'impression que malgré Bielsa, pour l'instant, ils ont un peu comme nos équipes françaises, là, Bordeaux et compagnie, un peu de mal à trouver la bonne carburation. Voilà. Guillaume, les Peacocks ou les Reds? You Reds, really, because there is one player, Virgil van Dijk is back. Ouais. Non, Avec Van Dijk, on marche jamais seul. c'est le retour de Van Dijk Voilà, à allez. Liverpool. C'est différent, Ça avec change tout, complètement l'équipe en termes de. Humainement, c'est-à-dire que les autres joueurs, ils sont tous rassurés, quoi. Ils savent qu'il y a un ballon aérien, bah, il va jamais passer. Il n'y a aucune chance. Donc voilà, je pense un gros plus. Il y a la blessure de Firmino, mais Diogo Jota, je pense qu'il est capable de le remplacer assez facilement. Et puis de l'autre côté, Leeds, pourquoi pas, ça va jouer, mais Liverpool, non. Voilà, Liverpool. Bon, donc voilà une rencontre où, pour prendre juste un petit peu de temps, où on parle de physique, qui est important dans le football. On voit bien que Leeds, c'est une équipe qui joue beaucoup sur l'aspect physique, la fraîcheur. Vous voyez un peu leur système de jeu, notamment Bielsa qui était à Marseille. Donc, est-ce que vous êtes capable d'enchaîner les saisons voilà, avec ce rythme-là? C'est pas sûr. Et Liverpool, pareil, il fallait qu'ils digèrent cette superbe saison qu'ils ont fait. Ils ont eu le blessé Virgil van Dijk qui revient. Et donc, à partir du moment qu'il était absent, on sentait déjà un équilibre qui était un peu instable. Donc là, il revient, ils ont digéré un peu cette saison-là. Donc je pense que Liverpool, on va les voir cette année. Donc je miserai sur Liverpool sans sourciller. Et Leeds, on attend une forme de confirmation, mais je pense qu'ils auront une saison très difficile parce que, vous savez, enchaîner les saisons en ayant un même système de jeu comme ça, basé sur la fraîcheur, c'est 2 solutions. Soit vous faites des cycles de 2-3 ans, ou soit vous changez l'effectif. Parce qu'après, les joueurs sont moins réceptifs. Le pronostic? Liverpool, bien sûr. Liverpool, nous allons, mes amis, poser nos valises en Espagne pour les 3 dernières rencontres de cette grille. La première d'entre elles nous emmène à Cadix. Cadix qui reçoit la formation de la Real Sociedad. La Sociedad, c'est l'autre club basque, puisqu'il y a quand même il y a Bilbao, il y a la Real Sociedad et il y a aussi Osasuna qui est basque. Donc, Cadix ou la Real Sociedad? Moi, sans soucier la Real Sociedad. Par rapport à son début de saison, je pense que les Monégasques aussi s'en souviennent. Voilà, c'est une équipe qui, un peu comme Dionysia parlait en Italie, une équipe qui s'est installée un peu autour des cadors, qui ne laisse pas compter sur le fait d'être restée une équipe sérieuse et qui est organisée. Et j'aime bien, ils ont un bon joueur, un attaquant qui est assez efficace. D'ailleurs, je crois qu'il a mis le but, un but extraordinaire en aide de pigeon. C'est Solaire, voilà. Ouais. Il y a mis un but pas mal. Et tu vois que je vois la Sociedad quand même gagner Cadix, qui est une modeste équipe. Au bout de 3 journées, quand même, Real Sociedad, c'est 2 victoires, 1 défaite. Donc ça va. C'est pas non plus une équipe qui est moribonde. Vous n'avez pas promis de chanter la belle de Cadix, non? Non, à la fin de l'émission. Oui, moi je crois un petit peu comme Pascal, ça va être un match très indécis avec 2 équipes qui en ce début de championnat vraiment ont à peu près les mêmes façons pas de jouer, mais pour l'instant on ne peut pas se dégager vraiment une force par rapport à l'une ou l'autre. Donc moi j'ai préféré mettre nul sur ce match parce que pour l'instant il n'y a pas véritablement d'indicateur qui puisse dire que Cadix ou Real Sociedad sont capables d'aller ne pas se neutraliser. Donc je pense que je vais rester sur un nul pour l'instant parce que j'ai pas suffisamment de recul pour analyser ce match de façon vraiment technique. Bon, moi j'ai fait un peu parler mes préférences, j'aime bien voir la Sociedad jouer en général, c'est souvent des beaux matchs, donc j'ai mis victoire de la Real Sociedad là-dessus. Steve? Moi, je mettrais un nul et une victoire de N2, parce que, comme a dit mon camarade, Real Sociedad, c'est une équipe qui est placée dans le championnat depuis quelques saisons, qui arrive à faire des performances contre les Cadors. Mais nous sommes en début de saison et ce genre d'équipe, Cadiz, ils sont capables, on a vu dernièrement avec le Real de Madrid, capables de gêner quand ils sont
ils sont motivés, donc ils sont à domicile. On leur laisse quand même une possibilité de faire un match nul, donc je mettrai N2. Le match numéro 13, nous partons dans le Pays Basque justement avec Osasuna Pamplona contre le FC Valence. Alors est-ce que vous savez ce que ça veut dire Osasuna? Non. Pas du tout. La santé. La santé, Chez les Basques. Et c'est une équipe qui était plutôt en bonne santé la saison dernière. Oui, Va-t-elle c'est pas mal. réitérer la même saison cette année? On va le savoir, puisque bon, ça commence quand même, là, elle commence avec retrouver quand même un peu de consistance avec cette équipe de Valence qui se déplace là-bas. Valence qui est un habitué, un cadeau, une grande équipe d'Espagne. Voilà, autant pour moi, donc l'attaquant Oui, que je parlais, voilà. c'est Solaire, l'attaquant de Valence. Qui a mis ce super bon télévision. Et justement, je vois Valence, ben oui, puisqu'ils sont derrière le Real et Séville, ils sont quand même déjà là, au premier place. Ça fait du bien de voir Valence, de notre entraîneur De Jocelyn Goma. Le pilier à l'époque. Et qui a aussi Foulquier qui a signé là-bas. Foulquier, Dimitri Foulquier. Voilà, non, moi je vois bien Valence gagner à l'extérieur. Ce sera compliqué. Ça, on a à domicile, c'est difficile à bouger. Mais je vois bien les hommes de Solaire confirmer. Début de saison intéressante de Valence. Voilà. Si on parle un peu d'histoire, c'est vrai que moi, Valence, ça me rappelle Mario Campes, que j'ai adoré dans ma jeunesse, qui a gagné la Coupe du Monde en 78 avec l'Argentine. Et pour moi, Valence, c'était ça. Et alors, pour les parieurs, Valence est une équipe intéressante parce que Valence a la particularité de ne pas perdre contre les petites équipes. C'est-à-dire que c'est une équipe sûre. On sait que voilà, il y a un niveau. Alors, ça va pas gagner contre les grandes, les Barça et compagnie systématiquement, mais alors contre les petites, généralement, ça part pas. Donc moi, je suis. C'est une valeur sûre. Voilà, c'est une valeur sûre. Donc pour moi, en tant que parieur, je fais confiance à Valence, donc je mets Valence gagnant. Moi aussi j'ai beaucoup d'affection pour Valence. Il y a eu Tino Costa, je sais pas si vous vous souvenez de lui, qui a... Je l'ai connu au Racing de Bastère. Ah bah pareil. Et, Ouais. il m'a déjà mis plusieurs petits ponts. Donc. Non, pour revenir au match, Valence, il m'avait laissé une mauvaise impression la saison dernière. Ils ont eu beaucoup de départs avec leur leader, notamment Dani Parecro, qui est parti du côté du voisin. Coquelin aussi. Voilà, ils ont eu beaucoup de départs. Je pense que c'était des problèmes financiers. Et ça a eu un peu de mal à repartir. Et Osasuna, dans l'autre sens, m'avait fait plutôt bonne impression la saison dernière. Et je suis resté un peu sur ces impressions. Donc je vais mettre victoire d'Osasuna à domicile ou le nul. En fait, Valence, c'est l'une des équipes qui m'a permis de gagner le plus de matchs dans les paris en sport. C'est-à-dire qu'ils font généralement des matchs nuls. Ils sont cotés à 3, ouais. Des gros ou des petits, c'est-à-dire que quand tu veux essayer de placer un 3 sur 4 et côté 3, notamment FC Valence, et Osasuna, c'est l'équipe type actuellement qui a fait une bonne saison, qui ne perdra pas à domicile. Donc moi je mets sur le match nul. Et je ferai un jeu aussi en pari en sport en multiple 3 sur 4 avec cette équipe de FC Valence et en match nul justement. Voilà donc la conclusion pour ce Osasuna FC Valence. Bon, voilà, les avis sont divers et variés. Le dernier match de la grille, les amis, le 14e, il s'agit de Real Madrid contre le Celta Vigo. Avant, c'était une belle rencontre. Sauf qu'aujourd'hui, le Real Madrid reste invaincu depuis 10 rencontres face à cet adversaire. C'est vrai que le Real Madrid, la machine madrilène, devrait l'emporter face au Celta Vigo. Voilà, sur ce match-là, c'est vrai que le rapport déséquilibré aujourd'hui, on pourrait miser, et je miserais bien évidemment sur une victoire du Real à domicile. Mais en tant que parieur, je me dis, ce match-là, il y a peut-être un match nul qui peut être accrocheur, un Celta Vigo accrocheur, parce que pas rester sur 2 défaites et un match nul. Alors que, mine de rien, le Real, même s'ils sont premiers en Espagne, il est premier avec 2 victoires et un match nul. C'est pas 3 victoires comme dans les autres championnats. Donc c'est un Vigo un peu plus accroché, un peu plus refermé derrière, et puis un Vinicius maladroit qui passe mais qui l'a mis pas au fond, parce qu'il y aura quand même des occasions, bien évidemment. On peut une couverture partielle, victoire du Real et au match nul. Moi, le Real m'a fait passer un mauvais mois d'août. À cause de même Mbappé, forcément. Ça va en septembre. Mais il n'empêche que ils ont fait quand même un super début de championnat. Ça y est, ils ont montré que Benzema qui est en forme, etc. Donc aujourd'hui, je pense que le Real, déjà, moi je les mets favoris de cette Liga.
Et je pense que contre Celta Vigo, il n'y aura pas photo. Bon, si je puis résumer ça comme ça, pas photo. Moi, je crois beaucoup en Ancelotti, vraiment le successeur idéal pour Zidane, puisque c'est Zidane qui avait succédé à Ancelotti. Oui. Donc, je vois une bonne saison du Real, et donc je vois forcément une victoire pour ce match-là. Ils ne peuvent pas laisser 2 points. Pareil, hein, le Real de Madrid. J'ai déjà pris tous les risques en début de grille. J'ai plus de joker, donc au-delà de ça, je mise sur le Real avec effectivement Benzema qu'on sent en jambes, qui est déjà prêt. Et donc Real de Madrid hein, pour voilà, en tant que premier et pour imposer leur jeu notamment. Karim Benzema qui a endossé le costume de patron du Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo, il faut le dire très clairement. Merci pour toutes ces informations que nous allons compiler et nous allons vous livrer dans quelques instants, en tout cas en fin d'émission, la synthèse des pronostics de nos amis parieurs. Pour l'heure, nous allons passer, justement, la parole va être dans quelques instants à la défense. Et Maître Pascal Bon, votre client, votre mission, si vous l'acceptez, et de défendre le client suivant la CONMEBOL, la confédération donc, sud-américaine de football, accusée de complicité passive pour sa gestion catastrophique du match Brésil-Argentine. C'est à vous, maître. Oui, aujourd'hui, on a affaire à un client qu'il faut d'abord présenter. Qui suis-je? CONMEBOL. Il faut quand même planter le décor et le contexte. Le contexte, c'est quand même une confédération qu'il faut respecter parce que c'est la plus ancienne. Et depuis 1916, elle œuvre dans l'Amérique du Sud. Donc, comme son nom l'indique, donc c'est la confédération des 10 associations ou ligues de football de la zone sud-américaine. Donc depuis 1916, elle organise à la fois la Copa América et aussi au niveau des clubs la Copa Libertadores et la Copa Sudamericana. Voilà. Donc voilà, respect aussi parce que aussi avant-gardiste sur le football féminin depuis 1991, c'est elle aussi qui organise donc la coupe féminine sud-américaine sous le continent. C'est aussi 9 victoires sur les 21 confrontations au titre de la Coupe du Monde. Donc 5 pour le Brésil et le reste on peut le partager entre l'Argentine et peut-être le Chili ou le Uruguay. Voilà. Donc c'est 9 sur 21. Voilà, respect. Mais c'est aussi une confédération qui a dû faire face à des turbulences depuis quelques années, sur tous les fronts. Déjà sur le grand scandale de la corruption en 2015, où pas mal de ses dirigeants, et non des moindres, le dernier plus grand, long président de la CONMEBOL a été poursuivi, encore poursuivi dans le cadre des problématiques de corruption liées à la désignation des pays organisateurs de la Coupe du Monde. Donc il y a ça, et c'est vrai que depuis quelques années, cette CONMEBOL s'est employé à peut-être développer en tout cas de manière à redorer ce blason qui était un peu terni par ces affaires extrasportives. L'autre contexte de la CONMEBOL, c'est aussi l'organisation de la Copa América depuis quelques années. On a aussi, on le sait, quand on parle de CONMEBOL, il y a une confrontation, une rivalité, au-delà des autres pays qu'on peut citer, il y a quand même toujours une confrontation, une rivalité forte entre le Brésil et l'Argentine. Donc, la dernière Copa América en 2019 a été organisée par le Brésil. Normalement, celle de 2021 devait être organisée en Colombie et en Argentine. Voilà, il y a eu des problèmes, on va dire, sociaux en Colombie qui a jeté l'éponge. L'Argentine a profité pour dire que par rapport aux conditions aussi liées au Covid, ils ne peuvent pas organiser. Donc, à la dernière minute, pendant qu'on parlait de la Coupe européenne, il y a eu la Copa América au Brésil, gagné par l'Argentine. Donc ça aussi, j'ai encore visionné tout à l'heure ce but de Di Maria. C'est un match où la première mi-temps a été 100% argentine, la deuxième mi-temps c'était complètement brésilienne, mais qu'est-ce qu'ils ont vendangé des occasions de pouvoir revenir au score. Et donc, au Brésil, une Copa América qui devait être organisée par l'Argentine, l'Argentine gagne, et on se retrouve là, voilà le contexte. On se retrouve là encore pour la qualification liée à la Coupe du Monde 2022 au Brésil,
avec donc l'Argentine, le retour de cet super match avec les deux stars, Messi et Neymar. Et donc voilà, encore une fois, il faut faire ce buzz, voilà, cet arrêt au bout de 5 minutes pour des considérations, on va dire, extra-sportives liées à la pandémie. L'équivalent de l'ARS Guadeloupe s'est invité sur le terrain et a arrêté le match. Voilà. Donc c'est un peu ça qui fait qu'on pose la question de cette accusation qui est légitime. Comment ça se fait que l'organisation n'a pas pu mettre en œuvre en amont ou en aval des moyens de solutionner la problématique sans arriver à cette on va dire, ce grande faillite face aux caméras. Donc oui, coupable de passivité, parce que je pense que c'est ce qui ressort un peu de ce que mon client m'a dit. Il y a eu des négociations, puisque effectivement c'était ces 4 joueurs qui jouent à Tottenham et qui jouent en Angleterre qui avaient donc des difficultés à pouvoir respecter la législation brésilienne actuelle liée au Covid-19, et donc il était impossible qu'ils puissent jouer le match alors qu'il y avait, je crois que c'était 40 jours, il fallait rester 40 jours en isolement au Brésil, et ils jouaient peut-être 3 jours après. Donc le vendredi ils sont arrivés, il y a eu une négociation avec la RS locale, l'ANVA et la confédération Conmebol pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent être autorisés à jouer. Donc dérogation liée à la législation en cours au Brésil, et voilà, ils ont été peut-être naïfs, parce que je considère peut-être qu'il y a eu des relents extra-sportifs. Aujourd'hui il y a quand même un patriotisme, il y a aussi ce nationalisme, on sait quel est le contexte aussi brésilien. Comment expliquer qu'après qu'il y ait eu un accord qui a été obtenu le samedi, là on a une agence qui vient, voilà, normalement, Conmebol aurait pu verrouiller tout ça et faire en sorte que, si les gars arrivent, on les rencontre, mais qu'on ne puisse pas arriver à cette faillite. Donc coupable, mais en même temps, j'ai envie de dire que voilà, elle a été un peu naïve de ne pas avoir pu régler, n'a pas avoir pu peut-être trouver cette légitimité. Je l'ai dit, il y a un contexte. Elle est en train de se redoubler le blason sur le plan de cette légitimité au niveau. Je pense que le Brésil, peut-être en ayant organisé la Copa América, en disant voilà, je vous ai sauvé votre Copa América en août, peut-être se sentir un peu grand et un peu arrogant, et de pouvoir faire ce type de comportement, parce que je le dis, aujourd'hui au classement, puisqu'il faut revenir aussi au foot, on a pour la qualification pour la Coupe du Monde 2022, c'est un seul groupe composé des 10 équipes. Il y a les 4 premiers seulement qui sont qualifiés, et le 5e passe par les barrages. Et pour l'instant c'est le Brésil, l'Argentine, mais entre l'Argentine et le 4e et le 5e, il y a 2 ou 3 points, c'est 10, 13 et 15. Donc il y a peut-être des enjeux aussi de pouvoir un peu troubler et faire en sorte que l'Argentine puisse perdre des points. Je l'ai dit, l'Argentine vient de gagner la Copa América au Brésil. C'est eux qui ont dépensé. Donc peut-être qu'il y a eu ces éléments-là pour pouvoir un peu déstabiliser l'équipe argentine, parce qu'aujourd'hui, voilà, au détour de ma condamnation peut-être, mais il y a maintenant la FIFA qui doit trancher, un peu comme Marseille-Nice. Il va falloir savoir si on donne match gagné, puisque l'Argentine a refusé de jouer ce match-là. Est-ce qu'on donne match gagné au Brésil, ou est-ce qu'on rejoue ce match-là dans des circonstances voilà, les statuts de la FIFA le permettent. Ils peuvent donner match gagné au Brésil, ou ils peuvent rejouer ce match-là. Mais quid de la difficulté, on en a parlé tout à l'heure, du calendrier général. C'est très compliqué de replacer ce match-là par rapport au temps restant, par rapport à la qualification pour la Coupe du Monde. Patrice Basile, êtes-vous convaincu? Ah oui, je suis complètement convaincu. Moi, je vais juste rajouter un truc, c'est qu'on a pour la première fois assisté à un sué télévisé. Parce que... de 5 minutes. Un sué télévisé, c'est quand même rare. Écoute, il y a du monde qui regardait l'entraînement du Brésil. Mais c'était pas mal, hein, techniquement. Ouais. C'est alors qu'il y a d'autres matchs à côté, mais non. Convaincu, messieurs? Convaincu. Par le Conmebol, ah non, moi, ils sont coupables tous les jours au moins, parce que déjà la Copa América, t'as l'impression qu'ils l'organisent pour que Messi la gagne, hein. Une fois c'était tous les ans, tous les 3 ans, tous les 2 ans, c'est bon quoi. Et puis non, comment on peut commencer un match et puis au bout de 5 minutes je l'ai arrêté. C'est le super classico d'Amérique du Sud, enfin. Donc voilà, on a zappé, on a regardé l'Italie finalement. Mais, dégoûté, j'espère qu'il y aura quand même que le match se tiendra. J'aimerais beaucoup
Même s'il risque d'avoir un peu de baston, mais j'aimerais bien le voir quand même. Merci à vous, Maître Pascal Bon. J'espère que le prochain client sera tout aussi corsé. Hein. Oui, vous en sortez plutôt pas mal. C'est l'heure de retrouver notre synthèse, la synthèse des pronostics, tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons donné comme conseil et tout ce que nous avons donné également comme pronostic, compilé dans la grille qui va s'afficher dans un instant sur votre écran. Une grille qui vaut 96 €, puisque nous vous proposons 5 doubles et un triple. Lyon-Strasbourg, nous vous proposons le 1. Nantes-Nice, le 1 et le 2. Bordeaux-Lens, le N et le 2. Rennes-Reims, le 1. Brest-Angers, le N et le 2. Metz 3, le 1. Milan AC Lazio de Rome, le 1, le N et le 2. L'AS Roma contre la formation de Sassuolo, le 1. La Spezia Udinese, le 2. Le Borussia Mönchengladbach contre l'Armenia Bielefeld, le 1. Leeds Liverpool, le 1 et le 2. Cadix Real Sociedad, le N. Osasuna FC Valence, le N et le 2. Et enfin, Real Madrid Celta Vigo, le 1. Grille à valider jusqu'au dimanche 12 septembre à 8h55 en heure locale. Si vous voulez remporter tout ou partie du pactole qui vous est proposé, je rappelle qu'il y a quand même 500 000 € à la solde. Merci à Pascal Bon d'avoir été avec nous ce soir. Merci, Brody. Merci également à notre ami Patrice Basile qui aime toujours autant les voitures. Toujours. Ça va changer. Autant que le foot. Merci à Guillaume Michaud, le petit nouveau. Ouais, merci de m'avoir accueilli. Et puis merci à notre invité, notre premier invité de la saison, à savoir monsieur, je dis bien monsieur Steve Bizassen, entraîneur de la Jeunesse Évolution FC, à qui on souhaite une excellente saison. Merci, monsieur Birel. Les amis, j'avais parlé une petite annonce que je devais faire en fin d'émission, c'est que très bientôt vous allez avoir votre application feuille de match pour parier, donc et puis toutes les informations que nous distillons à l'antenne, vous pouvez les avoir sur votre application, et puis de nombreux cadeaux à gagner, notamment des voyages pour aller voir des matchs de foot dans tous les stades d'Europe. Et oui, je dis bien dans tous les stades d'Europe, avec l'entrée au stade, le billet d'avion et bien évidemment l'hébergement. Tout ça, c'est dans les prochaines semaines, donc restez bien avec nous en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. De belles surprises sont à venir dans votre émission Feuille de match. Excellente fin de soirée à l'écoute de sur ETV, puisque vous allez rester bien évidemment sur ETV pour suivre ce qui suit, justement. Bonne soirée à vous.